C'est avec grand plaisir que je vous présente Mme Ariane Cordeau, qui est venue nous rencontrer ici pour s'inspirer d'écrire qui est devenue Personne ne meurt. Je pense qu'elle n'avait pas le titre au moment où elle est passée ici, il y a 1 an et demi, 2 ans. Fait que donc, Mme Cordeau, c'est une touche à tout. Elle a fait du tournage, du montage, de l'animation, mais aussi des rénovations, de la construction, de la location et bien sûr de l'écriture. Dès qu'elle le peut, elle entreprend d'inventer une histoire. Personne ne meurt a comme trame sociale le passage du pipeline Énergie-Est de TransCanada. On est dans un monde réinventé entre 2015 et 2010 où l'oléoduc se fait imposé par la pipelinière et les différents paliers du gouvernement, plus ou moins complaisants, et le Québec se mobilise pour s'opposer. Et là, je cite Mme Cordeau qui dit que la bataille contre GNL, c'est vous qui la faites. Parce que là, on est aussi dans une autre lutte présentement avec GNL Saguenay. Donc, la bataille contre GNL, c'est vous qui la faites, comme vous avez mené et gagné celle contre le gaz de schiste, puis mené et encore gagné celle contre Énergie-Est. Mais donc, on va gagner GNL Saguenay. Ouais. Donc, Ariane, si tu veux venir. Bonsoir, salut. En fait, on n'est pas le soir, on est l'après-midi. Bon après-midi tout le monde. Je suis contente d'être là. Je suis désolée de ne pas être arrivée ce matin. J'ai eu quelque chose m'est arrivé. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ariane Cordeau. J'ai écrit mon 2e roman récemment. Il est sorti en pleine pandémie. Il passe un petit peu dans les cracks de la maladie et finalement la sortie de l'automne. Ça se fait pas non plus pour moi, donc je me promène avec mon livre et j'essaie de vous convaincre que c'est extraordinaire. Voilà. Alors, pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui? C'est vraiment parce que vous m'avez inspiré. Vous faites partie de mon livre. Votre opposition citoyenne au projet de Pipeline Énergie-Est fait partie de mon livre. Donc, vous êtes un peu dans mon livre. Je vous trouve absolument extraordinaire, inspirant. J'aurais pas assez de mots pour vous remercier pour ce que vous faites. Moi-même ne suis pas militante, mais avec mon livre, je pense que j'ai participé à l'esprit de la chose. J'ai rencontré... c'est parce que ce que j'ai fait dans mon livre, c'est que j'ai réinventé, je me suis basée sur les faits, mais j'ai aussi exploité le potentiel des faits, de ce qui s'est passé et de ce qui aurait pu se passer avec ce projet-là. Donc, pour ce faire, j'ai rencontré Odette Sarrazin qui m'a fait rencontrer des militants et des agriculteurs sur le passage du pipeline. Ces gens-là font partie, en partie, de mon livre « Personne ne meurt ». Là, je veux vous dire que toutes les ventes, tous les produits des ventes directes aujourd'hui de mon livre vous reviennent et que mes bénéfices à la fin de l'année, le chèque que le MIAC va me faire, va vous revenir aussi à la fin de l'année 2020. Donc, vous pouvez acheter le livre et ne pas le lire et être content parce que les bénéfices vous reviennent. Vous pouvez acheter le livre, ne pas l'aimer et être content quand même. Mais vous pouvez aussi acheter le livre, le lire et l'aimer et être super content pour toutes ces bonnes raisons. Bon, ça, c'était ma stratégie de vente. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en 2014 et 2017, j'étais préoccupée. Il y avait ce truc insensé qui s'en venait, un long tuyau rempli de pétrole sale, gluant, dilué avec des produits nocifs. Ça venait de loin, dans l'Ouest, ça s'en allait au Nouveau-Brunswick, ça traversait le Québec, pour rien, pour une poignée d'emplois de maintenance au bout de la ligne. J'aimerais ça qu'on revisite ensemble, qu'on revoie rapidement tout ce qui s'est passé, ou tout ce qui s'est passé qui m'a inspiré, ce que j'ai retenu dans cette histoire d'Énergie-Est. Parce qu'on est passé à autre chose, mais rappelez-vous qu'aux dernières élections fédérales, les conservateurs, s'ils avaient pris le pouvoir, l'auraient fait renaître, ce projet-là, et qu'en fait, ce projet-là renaît sous le projet GNL Québec. À mon avis, c'est du pareil au même. On nage dans le même absurde. Alors, proposé en 2013 par la compagnie TransCanada, ça transportait du bitume. Alors, une partie conventionnelle, bien sûr, mais surtout du bitume et aussi du schisteux de l'Alberta et de la Saskatchewan et du Dakota du Nord
pour aller au Nouveau-Brunswick en desservant quelques raffineries sur le passage et un port qui était prévu à Québec d'abord, ensuite à Kakuna. C'était l'équivalent de 30 à 32 millions de tonnes d'émis de gaz à effet de serre annuellement, ce qui revient à plus que toutes nos autos au Québec pendant 1 an. Ces affaires-là, ça coule, ça explose, ça fuite. À l'automne 2014, TransCanada approche l'Institut des sciences de la mer de l'Université de Rimouski pour financer une chaire d'études sur les belugas. Toujours en 2014, TransCanada était prêt à payer des partisans, afin de créer artificiellement un mouvement pro-pipeline dans les réseaux sociaux, chez les élus, dans l'espace public. C'est l'affaire Edelman, si vous vous en souvenez. Et Edelman, c'est pas n'importe qui, c'est une des plus puissantes firmes de communication au monde. Donc, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. En novembre 2014, toujours à la suite des révélations de la tentative de manipulation de l'opinion publique, l'Université du Québec à Rimouski décline l'offre de TransCanada. Fin de ça. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? En novembre 2019, GNL Québec appuie un projet de recherche universitaire sur le gaz naturel, sur la séquestration du carbone. Alors, janvier 2015, le lobbyiste Jean Charest rencontre à ses bureaux d'avocats à Montréal les commissaires de l'Office national de l'énergie, à leur demande, semble-t-il. L'Office national de l'énergie, c'est un organisme fédéral, neutre, qui devrait être neutre, qui a comme mandat d'évaluer le bien fondé, l'intérêt public des projets énergétiques canadiens. Ces gens-là rencontrent un consultant, un lobbyiste de la compagnie qu'ils doivent examiner. À mes yeux, à moi, c'est un peu comme si un juge allait voir l'avocat dans le couloir puis lui disait « L'accusé, là, c'est quel genre de gars? Je devrais-tu l'aimer? Je devrais-tu pas l'aimer? » Pour moi, ça revient au même. C'est une espèce d'analogie. Alors, Charest vient leur dire « Who's top dog? » Alors, ça dit ce que ça dit, hein? Qui aura le haut du pavé? Qui est le chien, le mâle dominant ici, qui va japper? Who's top dog? C'est vous. La réponse, c'est vous. C'est l'Office national de l'énergie. Alors, le haut du pavé sur qui? Certainement sur le BAP, hein? Donc sur le gouvernement du Québec, sur la population du Québec, sur les municipalités, sur les groupes autochtones ou environnementalistes. Donc, Charest leur rappelle qu'ils auront le dernier mot sur tout le monde. Puis c'est vrai. Ça s'est su, puis ça va avoir des répercussions. Juste avant les élections fédérales, il y a un conseiller du candidat Trudeau qui envoie un courriel aux dirigeants de TransCanada pour leur conseiller pour que le pipeline se fasse. Alors, ce qui se passe, c'est que Trudeau, en campagne, promet qu'il va resserrer les critères environnementaux pour les projets énergétiques. Et donc, le proche conseiller Trudeau se dépêche, avant de gagner le pouvoir, de passer un courriel à la compagnie en leur disant « Dépêchez-vous parce qu'on va changer, donc il faut que ça passe vite. » Ça s'est su, il a démissionné. En janvier 2014, le même Jean Charest, qui n'est plus sur le payroll de TransCanada, qui passe un appel au bureau du nouveau premier ministre, Justin Trudeau, pour organiser une rencontre entre TransCanada et le bureau du premier ministre. Ça s'est su, ça va avoir des répercussions. Alors, juste faire une petite parenthèse ici avant de continuer sur la chronologie, quels sont les mérites d'Énergie Est? Alors, évidemment, l'économie. On allait s'enrichir, cette compagnie-là allait payer des taxes et des impôts. Il y a quelque chose qui me dérange, moi, dans ce genre. Mais je prêche à des convertis, là, je sais, mais ça fait peut-être du bien qu'on se le répète. C'est délirant, ce genre d'argument, parce que, oui, OK, on va faire des milliards, enfin, la compagnie va faire des milliards, le gouvernement va en faire peut-être un petit peu, mais ce qui va se passer, c'est que combien ça va nous coûter après pour nettoyer tout ça, là, l'air, l'environnement. Le coût, pas juste le coût social de ne plus être capable de respirer ou juste le coût pécuniaire, là, je veux dire, c'est des milliards, c'est des montants qui sont probablement là, exposant 10 par rapport à ce qu'on aurait gagné. Mais il y avait aussi 2 autres arguments qui revenaient constamment, mégantiques. On ne veut pas d'autres trains qui explosent dans un village. Ça, c'était leur épouvantail à moineaux. En fait, il faudrait que quelqu'un me corrige si c'est faux, là, mais
il me semble qu'il n'y a jamais eu dans les cartons de ces compagnies-là le projet d'enlever des trains. Si ça s'est fait, je ne l'ai pas su. Est-ce qu'ils sont venus avec, vraiment, là, en nous regardant dans les yeux, en nous disant « on vous promet qu'on va enlever les trains là, pour pas que Mégantic se répète ». Jamais ça a été leur projet. Leur projet, c'est d'avoir plus de transports, tous les transports, parce qu'ils ont besoin de désenclaver leur pétrole. Ils en ont beaucoup du pétrole. Donc, c'était n'importe quoi. L'autre, c'était acheter local, du bon pétrole canadien. Ils ont dit ça, hein, ils ont dit ça au BAP, ils ont dit ça à l'ONU. Ils ont dit ça dans les médias, ils se répétaient tout le temps. Bon, oui, acheter du bon pétrole canadien, c'est vrai. Au lieu de l'acheter de l'Algérie ou de l'acheter de l'étranger, il va sûrement coûter moins cher. Tout ça, c'est de la bullshit parce que 80% était prévu à l'exportation. Bon, donc, pourquoi nous ressasser ce genre de mensonges? Je continue avec la chronologie. Mars 2016, embroglio autour du BAP. Le gouvernement de Philippe Couillard envoie une injonction à TransCanada pour l'obliger à déposer un avis de projet. À quelques jours du BAP, ce n'était pas fait. L'avis de projet allait mener à une étude d'impact. Donc, tout ça n'était pas fait, tout ça est dans la loi québécoise. Donc, ils étaient un peu mal à l'aise parce que le jour même, le Centre québécois du droit de l'environnement dépose une injonction pour obliger, enfin pour bloquer le BAP, pour empêcher la tenue du BAP, parce que c'était un BAP qui allait servir à quoi si on n'était pas pour se pencher sur le projet. Alors, la face a été sauvée à la dernière seconde parce que TransCanada a déposé un avis de projet et éventuellement une étude d'impact, mais ça n'a pas changé que le BAP s'est tenu sur un mode générique, c'est-à-dire que c'était un BAP qui ne se penchait pas spécifiquement sur le projet NRJS. Donc, pendant toutes les audiences du BAP, on se demandait un peu, bon, est-ce que c'est un BAP qui allait avoir, excusez-moi l'expression, mais des couilles ou pas, si ça allait servir à quelque chose, ce BAP. Alors, où est-ce que j'en suis? L'Office national de l'énergie s'ouvre en août 2016, donc les audiences publiques à Montréal. Là, on le sait que ça ne s'intéressera pas aux impacts de la production pétrolière en amont et de la consommation de ces produits hydrocarbures-là en aval. C'est-à-dire que on s'intéresse juste à la construction du pipeline. C'est comme si ça transportait de l'eau. Hein, peu importe ce que ça transporte, nous, on construit un pipeline, puis c'est ça qu'on évalue. On n'évalue pas le potentiel d'augmentation de ces hydrocarbures-là et leurs impacts, d'aucune façon. Donc, c'était des audiences publiques, encore une fois, qui ne se penchaient pas sur le cœur du problème. Ça s'ouvre à Montréal à la fin du mois d'août 2016. Les tractations, en fait, ça vire capot le jour même. Il y a un homme qui se jette qui fait une tentative en courant de se jeter sur les commissaires, qui est arrêté physiquement par un gars à cravate qui sort de on ne sait pas où. Après ça, les gardiens s'en mêlent. Il y a eu une échauffourée. Il y a des arrestations, ou en tout cas, ils ont été sortis manu militari de la salle. Petite commotion, donc. Après ça, finalement, ça a capoté. Je n'étais pas là, puis j'ai essayé de reconstituer ça par les médias, mais je n'ai pas tout vu, évidemment. Mais en tout cas, le maire Coderre, fâché, se lève puis dit que cet exercice-là d'audience publique était bancal, suivi de 3 chefs Mohawks de la région de Montréal et du maire de Laval. Ce qui s'est passé, c'est que ces audiences publiques de l'Office national de l'énergie n'avaient aucune crédibilité aux yeux de personne et c'est devenu patent ce jour-là. Donc, les commissaires se sont récusés, en fait, ils ont quitté le navire. Fin des audiences publiques sur l'Énergie-S, sur le projet Énergie-S de TransCanada. L'Office national de l'énergie ne s'en est jamais vraiment remis. Je crois qu'elle n'existe plus. Elle a changé de nom. Ça a été, je pense, un des derniers projets qu'il a évalué. Septembre 2017, Énergie-S suspend les travaux. Octobre 2017, Énergie-S TransCanada annonce l'abandon du projet en évoquant les nouvelles exigences environnementales du fédéral. Entre-temps, il y a un nouveau président aux États-Unis qui, sur son cœur, dit que Keystone XL va se faire. Keystone XL a la même vocation que Énergie-S, c'est désenclaver le pétrole de l'Ouest et de l'amener en Atlantique. Donc, soulagement. Je crois que ça y est pour quelque chose. On peut se demander pourquoi est-ce que le projet a été abandonné.
Est-ce que c'est les lois, effectivement, environnementales qui avaient changé? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une nouvelle sortie pour le pétrole, donc on n'était plus obligé de faire le gros pipeline qui traversait le Canada, celui qui descendait aux États-Unis allait suffire? Ou est-ce que c'est l'opposition au Québec, les oppositions citoyennes qui étaient déjà en place et qui promettaient de faire un gros bordel? Bon, je pense que chacun de vous, ici aujourd'hui, a son opinion sur la question. Vous avez dû y songer, puis vous savez ce que vous en pensez. Mon opinion à moi, c'est que c'est pas du tout les lois environnementales qui les ont impressionnés. À voir ce que Trudeau a fait avec Trans Mountain, on en a la preuve. Alors, il a acheté Trans Mountain. Au moment où les actionnaires lâchaient le projet parce que c'était pas rentable, les actionnaires, là, ça s'occupe de leur rentabilité. Et malgré la bêtise environnementale que représente Trans Mountain, Trudeau va de l'avant. Donc, c'est pas ça la réponse. Moi, je pense qu'effectivement, le gouvernement Trudeau a été assez soulagé de voir Trump prendre le pouvoir et prendre cette promesse de désenclaver qui son excel ce que devait faire le projet Énergie-Est. Donc, ça devait être une sorte de port de sortie pour que Trudeau laisse tomber le projet parce que ce qu'il voyait, ça ne le rassurait pas. Ça pouvait peut-être lui faire rappeler les belles années souverainistes que son père avait subies. Je pense qu'il y aurait eu une grosse opposition à Énergie-Est au Québec. Ça s'en venait. Et ça aurait peut-être fait en sorte que beaucoup de gens qui ne sont pas des gens qui font partie du même groupe a priori, se seraient solidarisés contre ce projet-là. Je pense qu'il y aurait eu un mouvement social qui aurait pu ressembler à une volonté d'autonomie au Québec. En fait, ça saute aux yeux que c'est grâce à vous que ce projet-là ne s'est pas fait. Parce que, pensons-y, là, s'il n'y avait pas eu d'opposition des groupes citoyens, on en aurait un pipeline Énergie-Est aujourd'hui, là. Il n'y a rien qui arrêtait ce projet-là, là. Alors voilà, ça c'est pour le petit résumé. En 2014-2017, moi j'étais angoissée et pour faire face à l'angoisse, on a chacun nos moyens. On peut saouler la gueule, on peut se péter l'esprit, on peut consommer des choses, on peut faire l'autruche, on peut se mettre la tête en dessous du sable, ne pas y penser, espérer que ça passe. On peut militer, se montrer solidaire au groupe d'opposition, on peut manifester. Bien moi, je me suis mise à écrire. Alors, j'ai imaginé ce qui se serait passé si Énergie-Est avait été menée à bien, si la construction s'était faite ou avait commencé à se faire. C'est un livre sur le destin. En fait, si je peux résumer, là, c'est quoi l'espèce de thème de fond? C'est sur le destin d'un individu. On traverse la rue, on se fait frapper par une auto, c'est le hasard. Donc, dans chacune de nos vies, on est à la fois le destin qui est du hasard et de la volonté personnelle. On peut aussi se lever un matin et dire « je change ma vie ». Je quitte mon emploi, je pars en voyage, je prends un nouveau chum. Bon, tout ça, ce sont des volontés. Donc, c'est la même chose pour les peuples. Les peuples sont comme un individu. Ils décident pour eux-mêmes certaines choses et puis ils sont ballottés par le destin sur d'autres choses. Et moi, j'ai voulu montrer en quoi le Québec aurait pris des décisions et donc ne se serait pas laissé balloter par le hasard ou par les volontés imposées par autrui. Alors, le livre parle d'une histoire très personnelle, c'est un drame personnel. C'est l'histoire d'une femme qui voit en image, enfin, qui a des visions. Elle voit que son mari la trompe. Alors, elle l'espionne et elle voit que c'est vrai. Il est avec une autre femme, il la trompe. Ce qui est assez banal, vous allez me dire. N'est-ce pas? Bon. Mais, fait étrange, il la trompe, mais pas avec la femme qu'elle voit dans ses visions, qui sont des visions très prégnantes, très, très claires, comme un film qui défilerait devant ses yeux. Donc, mystère. Pourquoi elle a ces visions-là et en quoi ce n'est pas la bonne personne? Ça va être un drame personnel. Ses visions sont importantes dans l'histoire. C'est une journaliste à Radio-Canada. Elle s'intéresse à l'actualité, à Énergie-Est, bien sûr, et aussi à des faits qui sont dans sa réalité, comme l'élection de la nouvelle présidente des États-Unis, Hillary Clinton. Je vous laisse là-dessus.